Est-ce que tu peux me faire un petit clap, s'il te plaît? Oh, quelle efficacité! T'as vu ça? T'es plutôt signe de l'infini ou le Y avec l'accent? Je suis plus symbole infini parce que ça correspond vraiment à l'image de ma chaîne et tout, mais je suis carrément... c'était un raccourci clavier du coup qui, AL236 veut dire symbole infini mathématique, avant qu'ils changent les normes ASCII, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup maintenant c'est un petit Y espagnol ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Mais je trouve ça hyper mignon parce qu'il y a plein de gens qui le mettent en disant « Hey, je t'ai grillé » et tout, sauf qu'ils ont pas la vraie réponse. Le secret est caché dans les limbes du temps. Mais c'est trop dommage quand même, parce qu'à l'origine c'était genre ultra significatif et maintenant bah ça veut un peu moins dire. C'est ça, sachant que c'était pas hyper esthétique comme nom, tu vois, AL236 on dirait une référence de trucs alimentaires, donc c'est pas fou. Mais du coup, bon, admettons, ça fait un peu dossier, je sais pas ce que les gens projettent là-dedans, mais bon, c'est... Voilà, ça, au moins ça a son petit truc, quoi. Si ta vie était un film, ce serait plutôt un film d'horreur bien badin avec du sang à gogo, ou une dystopie fantastique dont tu serais le héros en armure? Alors quelque chose entre ces deux-là, je choisirais quand même, si je devais le vivre, je choisirais quand même la deuxième partie un peu plus aventure, héros, tout ça, parce que personne n'a envie de vivre un film d'horreur, c'est un peu le principe justement. C'est pas faux. Si tu étais un monstre, tu serais quoi? Bah, je serais un Cénobite, c'est-à-dire dans Hellraiser, je trouve que c'est vraiment les meilleurs méchants du cinéma, ils ont trop la classe, ils sont un peu barrés mais ils sont très froids, ils sont hyper intéressants, je préférerais ça plutôt qu'être un loup-garou ou peut-être un vampire, ce serait cool. J'aime pas l'image du vampire, mais bon, le côté éternel, dandy, je sais pas. En fait, je crois que vraiment, ouais, un Cénobite, ce serait assez original, comme ça. C'est des créatures signées Clive Barker, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et ils sont dérangeants, en même temps fascinants. Enfin, c'est vraiment, ils contiennent en eux toute l'aura et toute la peur qu'on attend d'une figure de l'horreur, entre guillemets. Ouais, c'est un peu, si tu veux, des démons de l'enfer qui viennent te chercher selon ton profil. C'est un peu des chasseurs de tête, on pourrait dire comme ça, mais en mode plus démoniaque. Mais en même temps, ils sont pas justement le côté Satan, l'enfer, les petites fourches. Ils sont un peu SM, bizarres, on dirait des moines SM, enfin, c'est genre assez barré, quoi. Mais tire à voir, je suis sûr que ça va te plaire. Ok, cool. Si Didier a envie de se regarder un bon film d'horreur, parce que ouais, attention, c'est un bonhomme et il a pas facilement les chocottes, lui. Enfin oui, sauf une fois quand il avait 13 ans, parce que le meilleur ami de son frère, Charles-Antoine, l'a mis devant l'exorciste en lui disant « Mais non, t'inquiète, ça fait pas peur, c'est un film pour les gamins ». Et que Didier en est resté traumatisé tellement longtemps qu'il est devenu phobique des têtes de lit en bois et qu'il est devenu hémétophobe. Vous savez, c'est quand on a peur du vomi. Enfin oui, enfin, vu la scène de la gamine qui retapisse tous les murs, tu m'étonnes que le dégueulis soit pas son ami, mais qu'il sent que là, ok, c'est bon, il peut se faire un film bien, du genre bien flippant, pour prouver que c'est un bonhomme. Enfin, c'est ce qu'il dit, parce qu'il va finir par se cacher sous son lit au bout de 12 minutes 30. Quel film devrait-il regarder pour se dire « Ouais, ça va, j'ai tenu facile » et en même temps, c'est pas trop un film pour flippette? Est-ce que tu peux répéter la question, du coup? C'est possible, parce que j'ai compris Didier. Si j'ai bien compris, c'est un film qui fait un peu peur, genre comme on aime, mais qui soit pas le traumatisme qui fait que t'en regarderas plus jamais, etc. Eh ben écoute, je vais te répondre It Follows, parce que ça a marché avec ma chère et tendre, qui est, et je pense comme toi, tellement réceptive à l'horreur filmique que si tu veux, le film continue après, quoi. Elle a peur d'aller... Enfin, comme tout le monde, quoi, tu projettes beaucoup, c'est quelque chose qui te reste et qui te hante un peu, et alors que d'autres gens vont justement aimer les références, le délire un peu, justement roller coaster qu'il y a dans le film d'horreur. Et du coup, je dirais It Follows, parce qu'il est à la fois hyper esthétique, hyper intelligent, bien écrit, il n'use jamais d'effets gore ou trucs traumatisants, tout est dans la suggestion et dans la mise en scène. Et c'est pas forcément le meilleur film d'horreur que j'ai vu, mais il est suffisamment angoissant pour que tu aies eu l'impression d'avoir un petit ride, si tu veux, sur le roller coaster, et pas suffisamment traumatisant pour que tu dises purée, je pourrais plus regarder. Ça laisse juste, voilà, une petite... ça infuse, si tu veux, dans ton esprit en disant wow, il est bien fait parce que justement ça explore une partie de l'horreur qui est assez indicible, qui est dans la vie de tous les jours, et avec beaucoup de métaphores aussi, c'est agréable, tu peux lire le film de plusieurs façons. Donc je dirais c'est un bon starter pour les gens qui veulent mettre un pied dedans et voir un peu ce que la mise en scène peut avoir de très actif sur ton esprit en fait quelque part. Et en même temps, sans voilà, se faire violence, il y a des films que clairement j'interdirais, mais je recommanderais pas à des gens. Il y a des films que je déconseille, moi clairement, il y en a. Hein, donc, mais j'ai même pas envie d'en parler tellement je les déconseille parce que c'est des trucs faits de façon assez malhonnête, avec l'envie de faire mal aux gens. Alors il y a un public pour ça, ok. Moi je le suis pas forcément, j'aime bien avoir peur, j'aime bien être fasciné, etc. Mais j'aime pas me prendre quelque chose où je sens que tout a été fait pour me mettre le plus mal possible. Et enfin, c'est pas une émotion que je recherche. Ça existe, tant mieux et tout, mais c'est pas la partie de l'horreur que je préfère. Je préfère quand c'est transcendé en fait ou sublimé par quelque chose de plus existentiel, de plus visuellement riche, quoi. Il y a plein de monstres
du cinéma qui ont beau être flippants, ils sont aussi magnifiques. Quand tu les mets tous à côté, tu vois des centaines et des centaines de créatures incroyables que tu as envie de voir vivre aussi. Donc il y a une partie belle et aussi presque joyeuse dans le monstre, je trouve. C'est un peu comme genre le monde de Narnia, sauf que c'est avec plein de créatures d'horreur. Ouais, ben en fait, t'as même plein de degrés comme ça. Regarde Le Seigneur des Anneaux, même dans la version de Peter Jackson, on va dire que les Uruk-hai ou les monstres, là, il y a des parties un peu... Ça reste potable, mais c'est quand même des monstres assez terrifiants. Je pense que si tu vois ça gamin, t'es un peu soufflé. Et en même temps, t'as les elfes, t'as un côté plus rassurant aussi. Donc tout est une question de dosage, on va dire, dans le fantastique horreur, parce que tu peux vraiment avoir du fantastique sans rien d'horreur, mais qui est quand même très riche visuellement. Et à l'inverse de l'horreur qui est très réaliste en fait, avec des trucs de serial killer ou autres, ou des trucs... Enfin, t'as plein de genres quoi. Si tu pouvais voir un film là tout de suite maintenant dans une salle de ciné tout seul, ce serait quoi? Je pense que j'irais vers quelque chose d'assez esthétique, un trip esthétique, quelque chose qui mériterait d'être vu sur grand écran. Alors on dit souvent ça pour les films d'action, et c'est justifié, t'as envie de t'en prendre plein la figure avec le son Dolby, etc. Mais je crois que c'est un peu basique, mais tu vois, voir un 2001 que j'ai vu sur un ordi, tu vois, même si j'ai adoré, je me suis projeté dedans, c'est vrai que parfois t'as besoin d'être dépassé par l'image, je pense, et d'être englouti, et il y a des films comme ça qui s'y prêtent, et puis aussi des films dont les plans sont des tableaux quelque part, genre je pense à La Montagne Sacrée ou à des choses comme ça où t'as envie de le voir comme tu voudrais voir un grand tableau dans un musée. Et ça, pour le trip esthétique, ça pourrait vraiment me dire, voilà, plutôt qu'un film d'action ou quelque chose à sensation forte, ce serait plutôt des sensations esthétiques et d'être voilà, seul face à un truc qui est vraiment dans lequel tu rentres dans l'image en fait beaucoup plus facilement. Quand tu arrives au cinéma, où est-ce que tu t'assois? Alors j'y vais jamais tout seul, j'y vais toujours avec ma compagne et on choisit généralement au milieu en fait. Bah c'est bien parce que je crois que tu seras juste à côté de Thomas Hercouet qui est aussi Bah, un cinéphilo et lui aussi il est en plein milieu. Un grand plaisir et puis on partagera du popcorn avec Thomas, c'est parfait. Comment fait-on pour aimer un film qui fait peur? Alors ça dépend de quelle peur tu parles quelque part. Aimer un film qui fait peur, comment est-ce qu'on fait? En fait, au début, ça parle un peu de ton histoire de cinéphile en fait. Au début, le premier film que j'ai vu d'horreur, parce que j'avais vu Ghostbusters 2, gamin qui m'avait traumatisé, c'était mon premier traumatisme. Je l'ai vu tout seul au ciné parce que mes parents allaient voir un autre film, donc du coup j'ai, si tu veux, subi ça tout seul justement au ciné. J'ai adoré tout en étant terrifié, mais c'était passif si tu veux. J'ai vu ce truc-là en pensant que c'était un film sympa pour enfants, et bon c'était pour ados quoi on va dire. Mais le vrai film d'horreur que j'ai vu à 16 ans, après une répète de musique, c'était Massacre à la tronçonneuse. Et au début, bah, t'es terrifié quoi, donc t'as un truc un peu mixed feelings où à la fois t'as passé des mauvais moments, mais en même temps t'as une espèce d'ivresse, et puis il y a un truc un peu comme, je sais pas, quand tu t'achètes ton premier blouson noir ou je sais pas quoi, et que du coup tu fais, ça y est, je suis un badass, tu vois. La première fois que j'ai écouté du rock, j'ai écouté c'est un exemple, mais j'ai écouté les Guns N' Roses, tu vois, c'était mon premier rapport avec le rock, et j'étais convaincu, c'était en 95, que j'allais devenir un loupard, tu vois, c'était le terme à l'époque, parce que j'écoutais de la musique et j'étais, tu vois, jeune et pas très évolué, je pensais que du coup ça pouvait m'influencer, que du coup machin. Et après j'ai plutôt choisi Nirvana, le grunge et tout, mais il y a un peu quelque chose de l'ordre de l'initiatique en fait. Je pense que si tu le vois assez jeune, ce truc de l'horreur, bah t'as deux choix. Soit tu dis ok c'est pas pour moi, c'est vrai que je veux pas voir ça. Soit tu dis mais il y en a d'autres dans le genre et tout, puis après tu dis oh mais il y a plein de monstres, oh mais Freddy il y a eu 10 films, oh ceci cela, enfin tu vois il y a eu plein de choses qui font que si tu mets un pied dedans, l'horreur aura 1000 choses à te proposer qui vont à plein de degrés. Moi, je suis pas du tout friand d'images glauques ou de trucs. Je suis friand d'une espèce d'horreur un peu fantastique, tu vois, qui arrive à t'amener des concepts, à des créatures qui sont un peu, où t'as envie de l'avoir en t-shirt. Enfin voilà, des choses qui sont un peu iconiques en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'icône, même religieuse en fait. Hein, j'assume, dans le sens où évidemment, il y a une aura qui peut se dégager de ces personnages-là, dans lesquels tu peux vraiment être fan parce que tu vois pas ça dans les personnages de héros, tu vois pas ça dans les fictions plus réalistes. En fait, l'horreur est un des rares genres où tu peux avoir des choses qui viennent de nulle part et qui sont vraiment le pur produit d'esprit créatif, pour le coup, dans le sens partir de zéro et inventer une forme qui n'existe pas, quoi. Donc évidemment, il y a des centaines de films de vampires, mais t'as aussi comme des créatures qui sont inventées tous les ans et que t'as jamais vues, quoi. Et donc c'est presque artistique en fait, dans le sens où un artiste qui livrerait une œuvre, voilà, un truc jamais vu, etc. Donc c'est ça qui a fait que j'ai fini en fait par aimer les monstres et les films qui font peur, parce que c'est plus large que juste les films qui font peur. Oui. Je m'intéresse vraiment à tout l'univers de la déviance quelque part, en soi, enfin visuel, artistique, quoi. Tous les moments où l'art a pris un parti qui est autre, de dire on va faire quelque chose de joli, de bon, de beau, etc. Et en allant plus loin, on se rend compte que ça, c'est aussi beau, joli et bon, l'horreur. En fait, si tu arrives à le voir avec les bons yeux, c'est quelque chose de très riche, c'est même un des genres les plus riches du cinéma. Parce que c'est là où il y a une vraie liberté, t'as pas de contraintes.
Alors que quand tu fais une fiction sociale, et ça peut être très bien, mais ce que je veux dire, t'es cantonné à la réalité, avec des acteurs qu'on a crédibles, et des histoires qui pourraient arriver. Là, l'horreur a pas du tout ces limites-là. En fait, même, c'est ça. on parle de films de genre, mais le film de genre, ça contient l'horreur, le fantastique, science-fiction. Ça veut presque rien dire, film de genre, ça voudrait presque dire film qui soit pas mainstream, entre guillemets, ou qui soit pas fait pour des grosses audiences, parce qu'en fait, t'as le western dedans. Ah oui, d'accord, ouais. Enfin, le film de genre, c'est un film avec un genre défini, que tu pourrais d'abord... alors, je sais pas, par exemple, t'as le western, mais t'as le home invasion, c'est quand des gens essaient de rentrer dans ta maison, t'as le gore, t'as l'horreur asiatique, enfin, genre, tu vas avoir plein de genres, sous-genres, en fait, qui vont correspondre à des marqueurs, un peu, quelque part, qui font que, oui, les films sont différents, mais ils ont quand même ça en commun. Les found footage, par exemple, tu vois, c'est que des films avec des gens qui ont filmé en DV et puis on a retrouvé leur cassette, quoi. Donc, en soi, film de genre, c'est très riche, c'est aussi ça qui est génial, c'est que quand on dit horreur, pour moi, ça inclut le film de genre. Tu peux avoir une scène d'horreur dans un western, tu vois. Après, t'auras pas forcément de scène de western dans un film d'horreur, c'est plus dur. Donc, en fait, l'horreur, elle peut arriver dans n'importe quel genre. Elle est très, très, très ouverte, en fait. Tout peut faire peur. Tu peux avoir ton voisin, il devient chelou d'un coup, et puis tu te mets à l'observer avec tes jumelles, genre fenêtre sur cour ou n'importe quoi d'autre, et ben ça devient flippant alors qu'il n'y a pas d'horreur, et pourtant tu as des scènes d'angoisse dedans qui sont folles. Donc pour moi, c'est vraiment un peu les films. Horreur, c'est trop restrictif, c'est presque les films fantastiques. Quelque chose qui sort du réel à un moment et qui vient nous emmener ailleurs en fait. Et l'horreur est ce qu'il y a de plus marquant, de plus riche, de plus foufou, de plus parfois un peu sulfureux. Donc c'est un peu plus riche que la fantasy, que j'aime bien au demeurant, mais bon, une fois que j'ai vu des licornes, des chevaliers, du Conan et tout, c'est très bien, mais je veux dire, bon, ça m'a moins emmené que un genre qui peut t'offrir des choses complètement inattendues à chaque fois. Puis souvent, il y a un univers qui va avec, puis surtout, ça te crée des émotions très profondément... Ouais, toi, quoi. Alors c'est marrant quand tu dis univers, ça me fait remarquer quelque chose qui est pas étonnant, peut-être pour les gens qui me connaissent, mais c'est qu'il y a toujours une mythologie avec en fait. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'un monstre, alors souvent un monstre, il a une histoire, souvent presque même millénaire, que ce soit une malédiction, comment est-ce qu'il est apparu, c'est une nuit, un rituel, c'est un truc, si tu dis 3 fois devant un miroir, il va apparaître. Enfin, il y a généralement besoin, enfin pas besoin, mais c'est quelque chose de naturel, quand tu crées un monstre, t'as envie de créer l'univers dont il vient. Il y a une histoire en fait. Il a une histoire et qui même en dit plus sur notre monde. Comme on t'offre quelque chose qui est surréel, c'est-à-dire que dans cette histoire va être vendue une autre lecture du monde. Par nature, on va dire, bah oui, les monstres existent, alors que notre rationalité, à laquelle j'attache beaucoup d'importance dans le réel, il est bon de se lâcher complètement dans la fiction et de se dire, waouh, il n'y a plus de place pour la rationalité, tout est possible. Et ça, le fantastique et l'horreur sont les genres qui vont le plus loin là-dedans. Et qui du coup vont dans des contrées où tu fais, waouh, où est-ce que je suis, j'avais jamais vu ça, c'est hyper riche, ça remet... parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est important de dire, c'est que ça marche beaucoup par code aussi, et qu'il y a la facilité dans ce genre de tomber un peu dans des « j'ai fait un film comme machin ». Donc tu vois, t'as eu, je sais pas, Freddy, alors tu vas avoir plein de monstres avec des slashers, t'as eu 150 films, pas tous bons, tu vois, qui ont essayé de surfer sur Halloween, sur ces grands trucs qui ont créé un genre. Mais comme il y a des codes, c'est aussi le moyen de les éclater. Ce qui est génial, c'est que Wes Craven ou d'autres, dans Scream, tu vois, ont joué avec les codes du film d'horreur pour mieux les tordre. Donc c'est hyper riche parce que c'est très codifié, avec le risque que ça suppose d'avoir des films un peu faciles, mis avec 2-3 gimmicks pour que ça plaise aux fans de base. Mais en même temps, tu peux aussi parler de choses et jouer avec des motifs de façon beaucoup plus créative que dans d'autres films où tu es encore une fois cantonné à ça doit être réaliste. C'est ça qui moi, me fascine dedans, c'est la liberté, c'est la promesse d'un ailleurs inattendu. Et bah, tu me donnes presque envie de regarder des films d'horreur, quand même, t'es fort. Hein. Et encore, horreur va plus large que ça, parce que voilà, va. Horreur, si tu veux juste un truc avec un tueur qui tue, même moi, j'en ai regardé plein gamin. Mais aujourd'hui, je vais plutôt avoir envie de regarder des trucs sur des dimensions parallèles. C'est ça, du fantastique, mais même fantastique, je trouve fantastique que c'est un terme horrifique, qui est trop quoi. petit presque comme Alors, terme. Et même en fait, voilà, si on devait trouver un nouveau terme, je dirais le fantastique vertigineux en fait. Il faut que dedans, il y ait une touche, et du coup, on est proche de l'horreur, tu vois. On disait qu'on avait le vertige tous les deux. J'ai le vertige dans la vie, tu vois, mais je peux aimer un film où justement on va me montrer des cités cyclopéennes qui partent dans des fonds immémoriaux. Enfin, tu vois, parce que du coup, c'est sublimé par la fiction, et s'il y a une histoire qui se passe dedans, s'il y a un enjeu, s'il y a un message artistique à délivrer, ou même simplement du fun, de dire waouh, j'ai décollé pendant 1h30 et j'ai vu des choses un peu folles. Bah moi, c'est ça que je recherche dans le cinéma en fait. Enfin. C'est ce que je recherche dans le cinéma. Alors que j'ai une cinéphilie plus classique jusqu'à mes 20-22 ans. Et puis un jour, comme j'étais en école d'art, ça me fascinait déjà à l'époque, ces imageries-là. Et du coup, très vite, j'ai décidé de me barrer là-dedans, entre guillemets.
dans le sens à dire, on peut pas tout faire dans une vie, donc je fais ma petite sculpture sur plein de trucs, mais je creuse jusqu'à ce qu'un jour je me dise, bon bah, il n'est pas possible d'en faire le tour, il n'est pas possible d'en faire le tour, je pense, mais voilà, si un jour je suis lassé et que j'ai envie de parler d'autre chose, je le ferai. Tu vois, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai 2-3 épisodes qui parlent pas d'horreur parce que j'en parle beaucoup. Ouais. Mais pour moi, il y a une dimension vertigineuse et géniale dans ces sujets-là. Par exemple, j'ai envie de faire un épisode sur l'architecture, mais les architectures justement du vertige. Toutes les architectures de la fiction et voir tous les trucs pas possibles à construire en vrai qui ont été mis dans la fiction. La tour de Babel. Entre autres, voilà, par exemple. Et ça a été exploité dans les films, dans les jeux vidéo de 1000 façons complètement dingues. Et ça, tu vois, c'est pas forcément horreur. Et pour autant, il y a une dimension tellement fascinante que ça peut... Un peu la métropolis, moi je verrais. Ouais, c'est magnifique et un peu flippant, tu vois. Ouais. Et quand tu as cette dosage de un peu flippant, moi ça me suffit, j'ai pas besoin d'avoir du gore ou du glauque, tu vois. J'ai besoin d'avoir juste cette petite touche qui fait que c'est pas juste oh c'était sympa ou c'est waouh, il y a un petit syndrome de Stendhal, non? Ouais, un peu de ça. Même si le syndrome de Stendhal, il est plus tourné vers j'ai vu tellement de choses belles que je sais plus comment gérer. C'est un peu ça, d'après. Enfin, moi, voilà. C'est ce que je comprends dans ce que tu me racontes. Il y a un peu de ça, mais avec la touche de un peu inquiétant, tu vois. Ouais. Et ça, tout le monde n'est pas forcément réceptif. Oui, mais toi, en tout cas, tu trouves cette beauté. Ouais. Cette beauté. Cette beauté dans quelque chose qui, pour plein de gens, vont dire ouais, c'est glauque ou je sais pas quoi. Enfin, c'est ça un peu le truc, quoi. Ouais. Mais il y a de la beauté dans chaque chose, en fait. Enfin, à part dans 2-3 trucs, évidemment, mais dans toutes les choses qui sont créées comme ça et qui ne sont pas faites pour faire mal aux autres, tu peux toujours trouver... Moi, je suis hyper surpris de voir les choses en vieillissant. Je me rends compte que j'essaye en tout cas, je me sens de plus en plus ouvert, en fait. Et bizarrement, là où je vois plein de gens parfois en vieillissant revenir sur c'était mieux avant, ce genre de trucs, moi, je trouve pas... oui, il y avait plein de choses mieux avant, mais il y a plein de choses géniales maintenant qu'il n'y avait pas avant. En fait, il faut juste... prendre le mieux là où il est, en fait, et quand tu t'ouvres comme ça, tu t'ennuies jamais et tu vois jamais le bout des émerveillements, en fait, parce que si tu sais regarder, t'as pas assez d'une vie pour à faire ça que tous les jours. Moi, c'est ce que je fais là, tu vois, depuis 2 ans, je peux enfin faire que ça. J'ai parfois le vertige de me dire, purée, je ponce tout ce que je peux depuis 10 ans et je tombe sur des gens incroyables. Et je me dis, comment j'ai jamais croisé, et en fait, ça n'arrête jamais. Donc, et puis Internet et c'est une espèce de c'est parfois horrible, clairement, on le voit souvent, mais c'est aussi un truc qui, pour moi, peut faire basculer notre humanité dans quelque chose de... Tu vois, c'est grandeur et décadence. On voit surtout le mauvais côté, je suis d'accord, mais il y a aussi tellement de choses incroyables qui se passent grâce à Internet, sur Internet, des nouvelles pratiques, des nouvelles aventures, des nouveaux territoires. Et l'horreur ou le fantastique ont complètement fait le lien avec ça. Quand tu vois, on parlait des found footage, ils sont apparus parce que la caméra DV s'est popularisée. Donc tu pouvais imaginer que une famille qui part en vacances, il lui arrive un truc bad et qu'ils l'ont filmé. Alors qu'en 1930, c'était pas possible, il fallait avoir un... Donc tu vois, l'évolution technologique, c'est pour ça qu'on a plein de films d'horreur qui Unfriended, Deep Web, machin et tout, parce que du coup, ça y est, l'usage Internet fait que, tu peux recevoir un chat mail flippant qui fait que, est-ce que c'est un mec qui me surveille, etc. Donc c'est ça qui est passionnant de voir comment l'époque aussi, et Internet, et ces nouvelles façons de vivre, d'échanger, etc., ramènent des nouvelles mythologies qui attendent que d'être trouvées. Et les creepypastas, c'est un bon exemple, par exemple, de cette nouvelle façon de faire peur qui a toujours une partie d'elle qui est liée au numérique, en fait. Tu vois, un truc qui a été posté en ligne, un forumer qui a mis un truc bizarre, une question sur Reddit. Tu vois, c'est ça qui est fascinant, c'est de voir que ça évolue tout le temps et que l'horreur, le monde aura toujours des nouvelles façons d'être vu de cette façon un peu... et si il se passait ça, tu vois, il y aura toujours un réel pour dire, ou un scénariste, une scénariste pour dire, et si ça se passait, tu fais waouh. C'est vraiment le délire des zombies, si les morts revenaient à la vie. Enfin, tu vois, t'as toujours une promesse avec un film d'horreur qui est jamais très loin de, et si ça arrivait dans notre vie. Enfin, c'est quelque chose qui te permet de te projeter, je trouve, dans qu'est-ce que je ferais sans en souffrir. Tu vois, c'est une sorte de catharsis, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Ouais. C'est ce qui fait que je suis plus pisse, peut-être, dans la vie, ou plus hyper bienveillant, hyper dans la... je pense qu'il y a plein de gens qui m'imaginent avoir mes vidéos que je suis un mec glauque dans sa cave et tout. Peut-être, non mais on me l'a déjà dit, oh t'as l'air sympa en fait, tu vois, alors que... Mais t'es un gentil nounours. Non, on pourrait croire que je ne vis que là-dedans, etc. Et pas que, évidemment que ça occupe le centre de ma vie et que ça s'arrêtera jamais, mais faut aussi savoir faire des pauses. J'adore les jeux vidéo, j'adore plein d'autres choses qui sont pas toujours tournées vers ça, mais c'est l'esthétique qui me parle, c'est celle que je veux creuser. Et comme en plus j'ai maintenant la prétention d'essayer d'en parler, etc., je me dois, à mon plus grand bonheur, aussi d'essayer d'en connaître le plus possible, d'agrandir ma culture et d'avoir
l'humilité que ça donne en fait de dire purée, mais c'est pour ça que je parle que de choses positives dans mes vidéos, c'est qu'en fait ce serait facile de clasher plein de trucs, même si je vois pas toujours l'utilité. Si c'est constructif, ça peut être génial, ça peut permettre de faire élever le débat et tout, mais je veux dire j'aime pas ça, m'intéresserait pas. C'est pour ça que je vois tellement de choses géniales dans ce monde et je me dis purée, mais j'aurais jamais assez d'une vie pour montrer à tout le monde à quel point il y a tout ça qu'il faut aller voir, que du coup évidemment que je parle que de choses que j'aime. On n'a pas le temps, j'ai pas de temps à perdre pour vous dire ça c'est naze. Après ça peut intervenir dans une vidéo où je dis un truc, voilà, mais globalement j'ai juste envie de partager les merveilles que moi je vois. Après voilà. Ce sont des belles merveilles. Pas toujours, hein, mais on peut toujours y voir quelque chose de fort ou d'intéressant en fait. Tant que tu vois du beau, tant que tu vois quelque chose d'intéressant, je pense, tant que tu vois quelque chose qui te donne une émotion. Exactement. Je pense que ça peut pas, tu peux pas chercher plus loin. Et c'est qu'est-ce que tu fais de cette émotion? C'est parce que des fois tu reçois une émotion négative, ouais, mais si tu arrives à la transformer en fait comme une espèce d'alchimie intérieure où tu fais ok, ça m'a mis mal à l'aise, mais pourquoi ça m'a mis mal à l'aise? Et finalement tu y réfléchis, tu dis ah mais ça interroge ça en moi que j'avais pas interrogé avant, et du coup ça m'a permis de tiens peut-être faire la paix avec, ou au contraire de dire il faudrait que je creuse ça, parce que en fait ça te dit souvent beaucoup de toi, la peur on va dire, ou en tout cas dans la fiction, parce que tu vas toujours chercher en toi en quoi ça résonne, et c'est pour ça que à personne égale, a priori il y en a qui va flipper à fond et l'autre qui va rigoler, alors que bah, pourtant c'est la même scène, tu vois. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que tu mets de toi dans un film d'horreur, t'es un peu sur la défensive et c'est une forme de courage de dire ok je continue, et puis du coup ton imagination mouline pour aussi accepter ce que tu vois, essayer d'en faire quelque chose, parce que sinon t'arrêtes, personne n'a envie de voir un truc horrible. Forcément ton cerveau sublime ça dans une expérience sociale, esthétique, intellectuelle et émotive surtout. Parce que c'est ça qu'on cherche à être... les gens qui regardent des films d'horreur, la plupart, ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir envie d'être un peu remué d'une façon ou d'une autre. Par quelque chose. Mais on peut être remué avec des films, avec des mélos. Je veux pas du tout dire que ce style aurait genre de remuage ou de remuation. Tu vois, ils veulent, je pense, être un peu secoués. Oui. Tu vois, dans le sens aussi, waouh, je vais être instabilisé, déstabilisé, pardon, n'importe quoi, déstabilisé, et mais c'est le frisson, il est là le frisson, c'est dans la friction entre j'ai pas envie de voir ça et en même temps j'ai envie de savoir ce qui va se passer après, et en même temps ces frissons ils font flipper mais en même temps ils sont un peu agréables, tu vois, donc c'est vraiment un espèce de no man's land un peu émotif où t'es entre plein de conflits, et les bons films sont ceux qui arrivent à te tenir entre deux eaux, tu vois, et pas être juste à fond dans oui bon bah ça va faire peur, il va y avoir plein de sang, mais d'être dans tu vois, Scream, par exemple, le premier a ce coup de génie d'avoir fait une scène d'intro absolument horrible avec comment il s'appelle je perds son nom. Merci beaucoup, Drew Barrymore, qui a cette scène horrible et tout. Et pendant tout le film, comme tu vois ça en scène d'intro, tu dis purée, si c'est ça le début, c'est qu'est-ce que ça va être le reste du film. Et en fait, à aucun moment dans le film, t'as un truc plus dark, c'est même la pire scène en fait. C'est vrai. Et du coup, c'est juste hyper malin d'avoir dit je vous envoie un signal horrible, et puis en fait, tout le reste du temps, tu vas avoir peur qu'il arrive. Et là, il joue avec cet entre-deux, tu vois, de façon hyper fine. L'horreur est parfois, je schématise en disant l'horreur encore une fois, mais le film de genre est souvent un peu dévoyé parce que c'est des films qui n'ont pas toujours beaucoup de budget, qui sont avec des idées un peu irréalistes ou des trucs un peu too much. Mais c'est souvent une excuse un peu bête pour passer à côté de choses géniales. C'est pas parce que le pitch est un peu what the fuck que tu vas pas avoir une expérience géniale en fait. T'as même des films dont le pitch personne n'aurait signé, et quand tu vois le film tu te prends une énorme claque. Donc en fait tu vois, il faut aussi avoir la curiosité d'aller voir ces bijoux que plein de gens pensent réserver au bac à DVD en fait. Et ben non, enfin on est des centaines de millions à adorer le genre, heureusement. C'est pour une raison. Et même, tu vois, que Parasite ait été... c'est pas un film de genre, mais quand même, c'est un film de genre au pluriel, tu vois. Mais c'est pas les films que tu avais l'habitude de voir primés il y a 20 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a aussi une ouverture du cinéma plus culturel vers ce genre pour dire, ouais, il y a quand même des réels très forts dedans, ou très fortes, et du coup, c'est, je pense, en train de se démocratiser. Et il y a toute une nouvelle génération, celui qui a fait It Follows, ou The Witch, etc., même en France, Grave, du Cournot, il y a plein d'auteurs d'horreur qui arrivent, tu vois. Enfin, il y en a eu à une époque, on a eu les Carpenter, les Cronenberg, etc. Mais il y a une nouvelle génération qui a grandi avec ça, et qui a grandi avec ces films de genre au même niveau que du Kurosawa ou du Tarkovsky, si tu veux, et pour citer que ceux qui sont le plus proches du genre presque, hein. Il y a du Godard, il y a des choses plus dures d'accès pour le cinéphile de genre, on va dire, mais je pense que c'est des gens qui ont grandi avec les deux et qui se disent on peut faire un grand cinéma avec l'attrait du genre, si tu veux, enfin l'attrait, avec le côté un peu on va se lâcher du genre. Et du coup, ça donne des films, toute cette génération, Heredity, tout ça, là, c'est des films hyper solides, très esthétiques, hyper bien écrits, ou même Us, ou Get Out. Tu vois, toute cette génération de films qui arrivent là, je pense que moi, c'est une génération de réalisateurs et de réalisatrices qui ont grandi
en disant ouais, le genre ça nous a forgé et en même temps on sait faire des films, on aime le vrai cinéma, entre guillemets, ce qui est débile comme c'est pas grave. Mais du coup voilà, ça va donner je pense un bel avenir au film de genre qui va avoir une exigence d'image, de sensations, de son, tu vois, ça devient de plus en plus travaillé et en même temps t'as des monstres, t'as des univers invus et ça donne beaucoup d'espoir de dire purée on peut concilier les deux. C'est pas qu'un truc pour nerd, avec tout le respect, j'en suis un, moi, tu vois, ou un truc d'intello, et j'essaye d'en être un aussi. Enfin, tu vois, c'est un peu débile ce clivage, mais c'est un peu ça que la société fait facilement en disant cinéma popcorn et cinéma, grand cinéma, quoi. Ce qui est con. Voilà. Il y a plein de grands réals, je crois c'est Coppola, enfin ils sont passés par Roger Corman qui fait 300 films par an à 10 000 balles, donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire, il faut casser ça, et il y a plein de réals qui le font, et je trouve ça beau. Il faudrait qu'on fasse ça en France plus, que ce soit plus Totalement. soutenu. Mais quand je vois des trucs comme, j'en avais déjà parlé, mais Les Garçons Sauvages ou des choses comme ça, j'ai beaucoup d'espoir dans la France. Voilà. Enfin, je m'en fous de la France en soi, en tant qu'identité. C'est l'endroit où on vit, je voudrais voir des créations qui viennent aussi de chez nous, que la production aille de plus en plus vers la confiance qu'on pourrait faire là-dedans, et que le public se déplace aussi, parce que c'est un enjeu. Si ça fait... petit à petit, quoi. Voilà, moi j'y crois, j'ai envie d'y croire, et c'est aussi en ça que je suis content dans ma chaîne quand je lis un commentaire de quelqu'un qui dit « Ah cool, ça m'a donné envie de m'intéresser à ce genre », alors que j'y étais plutôt réfractaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui franchissent ça, et moi il y a aussi vraiment cette idée de dire attendez, on peut donnez-moi la main, ça va être cool, mais vous allez quand même avoir du frisson, mais il n'y a rien de grave, il y a au contraire beaucoup de trucs que vous soupçonnez pas là-dedans, et qui vont peut-être justement, quand tu arrives à franchir ce fameux pas, de dire tiens, j'arrête de rester dans le préjugé, ou au contraire je dépasse ma peur. Il y a un peu de ça aussi, de dire waouh, j'ai été de l'autre côté et finalement qu'est-ce que ça m'a apporté. Bah ouais, j'ai grave flippé, mais en même temps il y a 3 scènes mythiques, il y a tel acteur que j'ai découvert, il y a tel procédé de caméra que j'ai envie de creuser pour voir si ça a été fait ailleurs. Enfin, tu pourrais voir beaucoup de petits bijoux si tu arrives un peu à sortir de la suspension d'incrédulité. C'est ça qui est le plus dur, parce que d'un côté il faut l'avoir, c'est pour ça que les 2 visionnages sont bien. Le premier tu la laisses complètement agir, tu prends le truc, et après dans la deuxième, ou un peu les deux en même temps, moi c'est ce que je fais, parce que j'ai pas le temps de voir les films 2 fois, tu vois. Ouais. J'ai pas trop le temps de voir des films, même tout court en ce moment, donc j'essaie vraiment quand je regarde d'être à la fois dans ok, cette scène m'envoie des signaux de profit, etc. Et dans les moments un peu plus calmes, je m'amuse à, si tu veux, mettre en profondeur ce que je viens de voir et voir comment le film est construit, qu'est-ce que la personne derrière est en train de comment elle joue avec moi, qu'est-ce qu'elle fait d'original par rapport à tout ce que j'ai vu, qu'est-ce qui est un peu cliché. Enfin, tu vois, en fait, dès que tu as une culture de quelque chose, et ça vaut dans tous les genres, et ben tu regardes plus les choses de la même façon, tu regardes avec un œil d'esthète, enfin de quelqu'un qui recherche de pas être déçu dès les 2 premiers plans en fait, en disant bah ouais non c'est nul, enfin tu vois, tu m'as pas embarqué quoi. Donc je pense plus t'as de culture, plus t'es difficile, mais en même temps plus t'es réceptif à ce que peuvent t'envoyer des œuvres en fait. Bizarre. Moi j'ai dit bizarre comme c'est étrange. C'est quoi pour toi quelque chose d'étrange, de tellement étrange que c'en est beau? Alors étrange, c'est intéressant. Étrange, c'est peut-être un dosage, tu vois, assez difficile à obtenir, parce que si tu es en dessous du curseur de l'étrange, t'es dans ouais, c'est un peu bizarre, un peu bof. Ou alors sinon t'es dans trop flippant, trop dark, trop machin. Enfin tu vois, ça va trop loin. L'étrange, c'est vraiment quelque chose. J'adore d'ailleurs le terme d'inquiétante étrangeté aussi, que les surréalistes et d'autres. C'est un truc, t'arrives pas trop à mettre le doigt sur quoi, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est phony, tu vois, comme ils disent en anglais, qui est chelou, quoi, tu vois, qui est bancal, tu vois, il y a un peu ça. Et l'étrange, c'est quelque chose qui arrive à te mettre dans cet état un peu bancal de waouh, je suis un peu dérouté, j'ai pas tout de suite identifié quel était le problème, mais du coup, ça me force à être dans un espèce d'état de suspension où tu fais mais qu'est-ce qui se passe, t'as un peu peur et t'es un peu intrigué, enfin c'est quelque chose et ça peut aussi avoir une certaine beauté, je finirais par ça, tu vois. L'étrange peut parfois être enveloppé de quelque chose d'invu, quelque chose de beau peut être étrange quoi, de l'ordre de l'apparition, tu vois. Il y a même un truc, je crois que cette anecdote est vraie, j'avais vérifié, donc, mais c'est l'invention de l'art abstrait, plus ou moins, je crois que c'est Kandinsky, je crois pas dire de bêtises, qui faisait des trucs semi-figuratifs. Et un jour, il avait ses toiles dans son atelier, et un jour il est rentré par sa porte, et puis il a vu son tableau qui était, si tu veux, décalé, et avec la lumière du soir, comment ça reflétait, etc. Il a vu un motif abstrait, donc un truc qui avait pas de forme, mais qui l'a touché émotionnellement, il a fait putain, c'est trop beau quoi. Et du coup, il a creusé ça, mais un peu par une émotion découverte de quelque chose qui était étrange dans l'image qu'il voyait de son atelier rassurante, et qui a fait waouh, il y a quelque chose, et il a tiré sur ce fil pour ensuite faire. Alors c'est un peu romancé, ça s'est pas fait comme ça, mais tu vois, il y a eu pour lui cette émotion de dire oh, j'ai vu. On en revient encore aux émotions. Ouais, et l'émotion. En fait, peut-être que là-dedans, alors tout est politique, mais quelque chose qu'il y a de fort là-dedans, c'est de aussi accepter d'être dérouté, accepter de se mettre dans cet état ou de dire
je remets un peu pendant un moment les clés du contrôle. Quelque part, qu'on a tous poussé à avoir dans la société, pour dire ok, là j'ai lâché les freins pendant un instant, enfin c'est pas une bonne image, mais tu vois, c'est la suspension d'incrédulité, quoi, on revient aussi là-dessus. Ouais, voilà, et puis ouais, c'est ça, mais peut-être moins dans le côté scénaristique, mais que dans une ouverture intellectuelle et émotionnelle, de dire ok, je me laisse aller à ce que je vois, je suis pas dans la critique, je suis pas dans dire ouais, c'est mal fait, etc. Moi je peux, avec un effet un peu pourri, un effet spécial un peu pourri, quand même marcher, alors même que ma crédulité dit c'est mal fait, c'est en carton-pâte, mais s'il y a une belle intention, si c'est bien écrit, si c'est bien fait, parfois ça peut m'emmener dans des contrées de me dire j'en ai rien à foutre que ce soit mal fait, c'est génial. Il y a plein de films comme ça où tu dis, et il y a même du mal fait volontairement, qui est presque encore plus puissant parfois, où tu vois des trucs, c'est mal fait, mais c'est tellement bien utilisé que ça devient encore plus dérangeant que si ça avait été super bien fait, quoi. C'est vrai. Et ça, en fait, c'est de l'art, en fait. Et c'est comment est-ce qu'un réalisateur, même s'il a une équipe de 100 personnes avec lui qui font qu'il peut faire ces images-là, c'est quelqu'un qui est capable de faire le marionnettiste un peu comme un peintre qui arrive à dire à son chef-op, mets-moi un peu voilà, une lumière derrière lui, qu'il y ait cette ambiance un peu truc. On va faire une nuit américaine pour créer un truc un peu bizarre. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec une œuvre de cinéma, pour parler que de ça. C'est un art total qui justement inclut tous les autres arts. Donc du coup, c'est incroyable la richesse que tu as là-dedans, et les gens qui arrivent à bien l'utiliser peuvent te donner des émotions qu'il n'y a que le jeu vidéo qui a réussi à m'emmener dans quelque chose d'encore plus profond, parce que là du coup en plus c'est toi qui diriges, c'est toi qui choisis, donc tu as l'immersion qui rajoute quelque chose. Mais voilà, ce sont des arts totaux, oui ça se dit, oui, qui t'offrent des choses qui sont multisensorielles, quoi. Alors que le livre, ce qui est génial, mais du coup tu es vraiment dans un exercice imaginaire, où c'est à toi quelque part de construire par rapport à quelque chose que quelqu'un t'a donné. Au cinéma tu deviens plus passif encore, mais tu as tes stimuli qui sont vachement mise en éveil, et du coup tu vas ressentir des choses où tu vas être beaucoup plus captif de l'œuvre que tu regardes, peut-être, je pense. Okay. Enfin, il y a des gens qui vont te dire qu'ils peuvent être plus absorbés dans un livre que dans un film, c'est vrai aussi, mais c'est pas le même exercice. Des gens aussi. Là, il y a le côté vraiment sensoriel de dire c'est pas juste mon imagination qui est en train de travailler, il y a aussi la vibration du son sur les sièges, les clignotements de l'image, enfin voilà, t'as des choses qui sont quand même plus corporelles, quoi, presque en fait. Tu vois. Et le jeu vidéo, comme en plus il inclut ton corps dans la boucle, avec tu vois cette idée de faire ça quand tu es à Mario, tu veux pas tomber, tu vois, ça en dit long. Le fait d'utiliser ses doigts en fait pour faire bouger, quoi. Et sans parler de la VR qui du coup maintenant te met dans l'image, et du coup là ça devient quelque chose d'encore plus. Donc voilà, c'est fascinant tout ça, si tu veux, la richesse de ces médiums, on va dire, dans ce qu'ils peuvent provoquer en nous, et quand en plus ça devient étrange, là pour moi t'es dans les terres qui m'intéressent, parce que t'es perdu, c'est ça qui est génial. Il faut être perdu un peu dans ce monde où on est dans tout ce contrôle fric, avoir des petites zones comme ça, on peut dire là je suis tout seul et c'est génial, ça c'est ce que je recherche. Raconte-nous ton expérience de cinéma pas comme les autres, celle qui a fait boum boum dans ton cœur. Alors je te le disais tout à l'heure, celle qui a fait boum boum dans mon cœur, on va dire rétrospectivement, c'est Ghostbusters 2, parce que je rappelle quand même que c'est l'histoire d'un tableau maudit qui prend le contrôle d'un chef d'atelier de peinture qui est en train de restaurer le tableau et qui veut aller prendre l'enfant pour se réincarner dans l'enfant en gros. Mais c'est l'histoire d'un tableau maudit, quoi. Et donc ça allie l'art et l'horreur, et c'est fou de me rendre compte que ma première émotion, ma première claque cinématographique, si tu veux, d'aller voir vraiment par erreur ce film tout seul avec mes parents qui étaient hyper vigilants, qui m'avaient protégé jusqu'à 12 ans de la moindre image horrifique, tu vois, j'étais pas du tout dans cette culture-là. On allait au musée, je faisais de la guitare, mais j'étais pas du tout dans j'avais pas de VHS à la maison ni rien, quoi. Donc c'était vraiment, j'avais adoré l'affiche avec le fantôme, et du coup je me souviens d'avoir été terrifié et en même temps de me dire ok, enfin je m'en suis rendu compte après, mais il s'est passé quelque chose ce jour-là, quoi. Il y a vraiment un aiguillage de la vie, là, tu vois, tu fais ok, direction autre que peut-être la vie que j'aurais pu avoir. Vraiment, je pense qu'il y a des œuvres qui peuvent changer ta vie et tu t'en rends pas forcément compte. Mais plus adulte, on va dire, celle que je te citerai pour répondre à ça, elle a pas forcément fait boum boum dans mon cœur, mais c'est la première fois où dans un cinéma, j'ai regardé la salle. En fait. Et c'était lors de mon deuxième visionnage au cinéma de Enter the Void de Gaspard Noé. Je l'avais déjà vu une première fois tout seul, et il y avait quelqu'un qui l'avait pas vu, et j'étais ok pour le voir, donc j'avais été le revoir. Et dans le film, sans rien spoiler, mais il y a un moment où la caméra rentre dans une lumière, en fait elle s'approche d'une lumière, et après elle passe dans le blanc avec des clignotements, et elle ressort par une autre lumière dans un autre lieu. Donc c'est comme le cinéaste veut jamais lâcher en fait le mouvement de sa caméra, il n'y a pas de cut, entre guillemets, c'est des faux plans séquences pendant 2h40. Et du coup, il y a des moments où en fait, quand il passait dans la lumière en elle-même, il y avait 2 minutes de stroboscope, quoi. Vraiment 2 minutes de clignotement comme ça, genre au ciné, quoi. Et il y a ça dans mon souvenir 2-3 fois dans le film, quoi. Et du coup, la première fois que j'avais vu, je fais wow, j'en mets, donc t'es comme ça en mode un peu 2001, tu vois, tu fais wow, qu'est-ce que je suis en train de vivre, des trucs vraiment purement sensoriels, presque un peu expérience de la CIA, tu vois, genre un truc chelou, tu fais ok, tu te dis. Genre, tu sais, comme dans
dans le Kubrick avec Ouais, les yeux. exactement. Tu vois, t'as presque ce petit truc de dire, attends, ça va, c'est safe de regarder ça pendant 2 minutes, tu vois, donc il y a vraiment ce côté-là. Et en fait, la première fois, donc j'ai vécu le truc, j'étais à fond dedans, et la deuxième fois, clairement, j'ai regardé les gens, tu vois, et il y avait plein de gens qui se levaient, et il y a eu quand même un tiers de la salle qui s'est levé parce qu'ils n'ont pas accepté la proposition de cinéma, tu vois, tout simplement. Ah, ils sont partis, tu veux dire? Ouais, bah aussi, peut-être des gens épileptiques, je sais pas, enfin, je sais pas quelle était leur raison, mais j'ai vu 4-5 personnes se lever, et je sais qu'il y en a eu d'autres pendant le film. Et puis Gaspard Noé, de toute façon, c'est quelqu'un avec des films qui clivent, enfin on aime, on n'aime pas, c'est souvent sujet à polémique, etc. Donc c'est pas déconnant que si tu veux, des gens se soient barrés du film. Mais il y a vraiment des gens que j'ai senti étaient mal à l'aise et étaient genre révoltés, dire ouais putain ils se foutent de notre gueule 1 minute de... Alors qu'en même temps, en regardant le reste de la salle, je voyais genre 50 personnes qui étaient tous... tu vois, blanc, noir, hypnotisé dans un truc, et je me suis vraiment dit, waouh, on est dans... Là, il a ouvert une dimension de secondes, on est tous dans un monde, je sais pas, tu vois, tu pouvais penser à des milliards de trucs, mais ça faisait une scène de ciné, si tu veux, où on voyait une salle plongée dans le blanc, enfin, c'est une vision, si tu veux, qui m'a sorti du film, et que j'ai trouvé génial, en plus avec ces gens qui se levaient, donc tu vois, il y avait le côté un peu sulfureux, il y a des gens qui sont contre ce qui est en train de se passer, d'autres qui sont genre à fond dedans, et du coup, je trouvais que c'était beau, de un moment sortir du film, alors que c'est quelque chose que logiquement on recherche pas, tu vois, et de regarder et de dire, ok, il y a un moment de vie en fait qui se passe en même temps que le moment de film. Alors que tu le vois rarement, ça, tu regardes ton film, t'entends les pop-corn de ton voisin et puis voilà quoi. Mais là du coup j'ai vraiment eu ce moment. Ça fait partie du film, je trouve en fait, ce genre Voilà. de réaction. Et puis tu vois qu'à ce moment-là le film devient une installation artistique quelque part et que du coup tu regardes le public d'une installation artistique et en fait c'était c'était ma vision du truc mais j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. Donc elle était un peu waouh parce que c'est rare de te retrouver dans un moment où tu fais waouh. Là il y a un moment où les gens sont pas habitués, ça sort de la norme totalement. Et on pourrait défendre que, à raison, c'est un peu chiant à regarder 2 minutes de clignotement, mais quand t'es à fond dedans, tu dis, en plus c'est une âme, c'est l'âme de quelqu'un qui est mort, qui passe dans la ville et qui voit ce qui se passe après sa mort en fait. Mais c'est vraiment comme si la caméra était une âme. Donc le but c'est que vraiment elle passe dans la lumière et du coup si c'est ça aussi, ça me permet de dire un truc, je sais pas si ça va parler à des gens, mais on parle souvent de cinéma intello. Je vais prendre un exemple, Tarkovsky par exemple. Moi j'ai cette frustration, j'arrive pas à en regarder, c'est trop long, etc. Et en même temps, quand je regarde les plans, je me fais, purée, c'est du génie, mais souvent je me dis, tiens, j'ai pas la culture pour comprendre à quel point c'est génial, pourquoi est-ce qu'il dure aussi longtemps sur un plan, tous les films que je regarde sont plus rythmés, etc. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en grandissant et en me collant à du cinéma qui est parfois plus difficile d'accès, tu te rends compte que plus tu as de culture, et non pas, je veux pas dire par là être intelligent, mais plus tu as vu de choses, plus tu es intéressé par 1000 choses, plus tu es curieux, plus tu es ouvert, plus pendant ces 3 minutes de plan hyper chiant, tu vas dire « Ah ouais, mais en fait, il est en train de me pousser à réfléchir pendant ce truc-là, et être un peu en lutte, il veut me faire ressentir l'ennui du personnage. » En fait, si tu arrives à rentrer là-dedans, ça peut être des cinémas complètement dingues, parce que du coup, c'est à toi de faire une partie du film aussi, tu vois. Et à dire, ok, il fait un plan séquence, je vois ce qu'il essaie de faire, il y a un personnage au loin, ou vu le reste du film, il est en train d'installer une diégèse, je sais pas quoi. Enfin, tu vas trouver des outils qui vont dire, mais en fait, ce film, il est génial. Alors que pour plein de gens qui veulent juste passer un bon moment au cinéma, et tu leur colles un plan séquence de 7 minutes, où il se passe rien, à part l'ondulation des fougères ou des algues dans la flotte, tu vois, il y a un plan de séquence de lui qui commence comme ça, qui est incroyable, si tu veux. Mais où, faut être prêt à se coller 3 minutes de végétation et de l'eau, quoi, tu vois. Donc ça va faire hurler plein de gens ce que je dis, mais c'est un cinéma génial, mais qui clairement est pas pour tout le monde. Et en fait, c'est logique. Et ce qui est dingue, c'est que tu peux voir ce film-là à 15 ans et faire ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est nul, etc. Et le voir à 35 et dire waouh, c'est du génie en fait. Et il faut se laisser aussi l'autorisation de grandir aussi vis-à-vis des films, et puis il faut accepter de dire Tarkovsky c'est pas mon truc, j'espère un jour aimer, mais pour l'instant. Et en même temps, les films de genre, il y en a plein de nazes, et il faudrait parfois mieux regarder un Tarkovsky que 10 trucs de série Z complètement nuls, fait à la va-vite avec des messages véhiculés qui sont nazes. Donc c'est juste pour dire que voilà, c'est cette notion de culture, elle est importante. Et moi, quand du coup j'ai vu ce truc pourquoi je te dis ça, parce que quand j'ai vu ce truc de clignotement au cinéma, j'ai pensé justement que c'était peut-être des expériences de la CIA, tu vois, on faisait des tests. Donc j'ai eu ce délire de dire ouais génial, on est dans une expérience de la CIA en 1960, et ils ont coupé ils nous ont donné un truc avant de rentrer. Enfin tu vois, mon imagination trouvait ça génial. Ou alors je me disais tiens, on est dans peut-être que c'est Dieu qui essaie de nous montrer, Dieu n'est qu'un clignotement d'image. Enfin j'avais plein d'entrées dans ce truc qui est complètement aride. Qu'est-ce que tu veux faire devant un clignotement de 2 minutes, tu vois. Et en fait c'est ça le truc, c'est que tu t'es créé une nouvelle histoire par rapport à l'histoire que tu étais en train de te faire raconter en fait. C'est génial. Tu peux raccrocher le truc de façon formelle, tu dis ouais c'est quoi tous les autres films où j'ai vu des gens partir aussi loin dans des trucs presque d'installation, tu vois, art vidéo, quoi, de dire en fait c'est ça le truc, c'est que si tu fais du voyage dans l'art et dans les films et que tu es une vraie éponge,
au bout d'un moment, ça va te payer énormément. Enfin, il y aura une rétribution énorme dans le sens où tu vas accéder à un niveau de lecture de l'art qui va faire que tu vas adorer ça. Alors qu'au début, où il y a 15 ans, tu aurais dit c'est de la merde. Et j'ai vraiment envie de dire ça aussi pour l'art contemporain, parce que évidemment qu'il y a des trucs nazes, évidemment qu'il y a des trucs, on vend des montagnes de PQ à 15 millions d'euros, que c'est scandaleux, pas de souci, on a compris. Mais résumer l'art contemporain à ça, c'est d'une tristesse. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai eu plusieurs fois, moi j'ai été guide dans un musée pendant mes études, et du coup, j'ai vraiment vu en fait l'expérience d'avoir des gens qui sont en rejet total vis-à-vis d'une œuvre, parce que ça leur envoie un message soit qu'ils comprennent mal, soit qui fait appel en eux à quelque chose de pas agréable, tu vois, ils vont le rejeter. C'est ton premier réflexe, j'aime pas, j'en veux pas, tu vois. Et en fait, au bout d'une demi-heure, à essayer de leur expliquer la démarche de l'artiste, pourquoi il avait utilisé ce matériau, pourquoi est-ce que c'est dans ce lieu, pourquoi est-ce que ceci, etc. T'as des gens qui, à la fin, vraiment, c'est pas pour dire que je faisais un truc bien, mais chaleureusement me disaient, mais merci, parce que j'avais envie de... Et j'ai vu des gens jeter un emballage de Mars sur l'œuvre en mode, ah, c'est de la merde, tu vois, c'est une poubelle, quoi. Et tu vas aller voir en Tanguy, tu fais, messieurs, dames, c'est une œuvre d'art, ils font, mais c'est pas de l'art, c'est de la merde, etc. Et au bout d'une demi-heure, ils te serrent la main un peu ému en disant, bah merci, franchement, en fait, défonce cette œuvre d'art, je t'assure que c'est quelque chose, quoi. Et en plus, c'était dans un lieu, c'était au Bernardin à Paris, un lieu où il y avait une école de théologie, et où ils avaient fait venir un artiste. Donc un petit peu, alors c'est assez ouvert, mais un peu quand même, tu vois, les gens qui font de la théologie à 60 ans, c'est assez sérieux, tu vois, ils aiment l'art, la peinture, tu vois, des trucs, des peintures christiques bien classe, etc. Et là, c'était un mec qui faisait des installations qui interrogeait la religion de façon un peu cash, tu vois. Donc du coup, ils ont vu ça presque comme un blasphème, tu vois. Et en fait, à la fin, ils ont dit, en fait, c'est hyper intéressant les questionnements qu'ils soulèvent. C'est à partir du moment en fait où tu expliques, parce que ça, c'est comme pour le cinéma, en fait, c'est que juste quand tu vois quelque chose, tu dis. Ah, enfin, je pense Gaspard Noé, c'est un peu ça. Moi, j'ai pas vu de film de lui, mais de ce que je peux voir, c'est que voilà, ça clignote, il y a des couleurs, ça, et tu dis, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ouais. En fait, une fois que tu comprends la vision de l'artiste, de ce qu'il y a derrière, tu dis, ouais. En fait, effectivement, il y a quelque chose. Après, ça peut t'émouvoir comme ça peut ne pas t'émouvoir. Et c'est ok, tu vois ce que je veux dire ? J'ai envie de dire, c'est comme Godard. Il y a des gens qui sont extrêmement touchés par Godard, et d'autres pas du tout. Parce que même s'ils ont compris le message, ils aiment pas ce qu'ils entendent en fait, tout simplement. Alors t'as plein de gens, pour se faire l'avocat du diable, il y a plein de gens, et à raison ou à tort, peu importe, qui vont te dire une œuvre doit pas avoir besoin d'être expliquée. Parce que c'est quelque part, ça voudrait dire, disons-le franchement, c'est-à-dire que c'est un truc un peu réservé à des gens qui ont eu de la culture, et c'est un truc pas populaire, tu vois ce que je veux dire, dans le sens... Ah oui, c'est élitiste. Bah oui, c'est élitiste, oui. Et du coup, c'est un truc de riche, un marché de l'art, de gens qui se pignolent avec un trait en disant c'est... Tu vois, et c'est tellement... Il y a un cliché comme ça qui existe, ok, on est d'accord. Juste, voilà, je trouve ça très dommage pour l'art contemporain de pas aller plus loin, et encore une fois... une chose peut nous dérouter au début, mais en fait, si on creuse pourquoi ça nous déroute et qu'on s'y intéresse un peu, avec un peu d'ouverture, de peut-être aller voir une interview du réel en disant « mais j'ai vraiment été dérouté par ce film, pourquoi ?» Tu comprends pourquoi il a fait ça, ça te parle, etc. Il faut juste se dire « tiens, la prochaine fois que je serai face à une expérience déroutante, fort de ce que j'ai gagné en allant plus loin que mon premier avis qui pouvait être un peu peut-être négatif, en fait, je serai plus armé. » Et en fait, c'est ça la culture que moi j'appelle, c'est une curiosité des choses que tu mets dans ta besace pour, quand tu verras des prochaines œuvres, tu auras une machine intérieure avec plus de rouage, quoi, qui va juste faire j'y vois quelque chose que j'aurais pas vu avant. Tu as le droit d'adapter au cinéma l'histoire la plus étrange que tu connaisses. Qu'est-ce qui se passe dans le film ? Moi, je pense que ce serait l'adaptation d'un livre qui s'appelle La Maison des Feuilles. Et regarde, je peux même te le sortir. Hop. C'est ça. Et c'est un livre qui est assez étrange parce qu'en fait, c'est un livre qui se transforme presque en objet. En fait, quand tu le lis, juste pour te donner un exemple... Voilà, il y a des choses très étranges, quand je monte à l'envers, où en fait, au bout d'un moment, c'est l'histoire pour te la faire courte, d'une famille qui se rend compte que la maison dans laquelle ils viennent d'emménager fait 5 mm de plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui n'est pas possible. Et du coup, ils deviennent un peu fous, ils essaient de comprendre d'où ça vient, et ils trouvent une porte dans leur chambre derrière un meuble qui mène vers un labyrinthe où à chaque fois que tu regardes dans la porte, les escaliers changent de forme et de taille et ça part dans l'obscurité. Et ils décident d'explorer ça avec une équipe... qui va le suivre dans l'exploration de ce labyrinthe. Sauf que là où ça devient ouf, c'est que ce livre devient le labyrinthe. La Maison des Feuilles, c'est le livre. Et qu'il y a vraiment, juste pour te montrer, ça va vraiment très très loin. Il a inventé des centaines... Enfin, je veux pas même spoiler ce qui se passe dedans, mais c'est un livre que la première fois que je l'ai lu, je me suis arrêté au bout de 100 pages parce que j'avais trop peur. Non pas tellement par le côté horrifique du truc, mais trop peur devant l'objet que je tenais entre les mains où j'arrivais plus à le lire. Il était tellement génial, tellement flippant, tellement
incompréhensible et fou que vraiment il m'a mis mal. Et il avait dû être adapté au cinéma par Aronofsky, si je me souviens bien, ou Fincher. Un des deux avait racheté les droits. Malheureusement, ça s'est jamais fait, mais c'est un des trucs les plus géniaux en termes d'histoire étrange et où le média sur lequel, ou le médium sur lequel tu es en train de le lire devient ce qui est décrit, et du coup, où ça te fait sortir quelque part. C'est comme un quatrième mur permanent, mais fait d'une façon totalement étrange et folle. Et ça, j'avoue que adapter La Maison des Feuilles, ce serait génial. J'espère faire une vidéo un jour là-dessus, mais c'est très compliqué puisque c'est un livre. Mais vraiment, il est génial. Ouais, alors après, c'est très déroutant. Hein. Il y a, je pense, beaucoup de gens qui vont vite être déroutés. Il y a des trucs qu'il faut regarder dans un miroir. Il a inventé quasiment... Il y a des notes en bas de page et il a inventé quasiment toutes les notes en bas de page en faisant croire que c'est des vieux recueils. Enfin, c'est un truc très très barré, mais ça raconte une histoire, le cœur de l'histoire, si tu veux. Et génial, moi, les labyrinthes, les mondes inconnus, le truc surréaliste de ta maison plus grande de 5 mm, c'est génial, enfin, tu vois. C'est rien que ça me fait flipper par contre. Moi, je pense que c'est l'idée qu'il a eue au moment d'écrire le livre, il fait ok, ça c'est génial. Enfin, tu vois, c'est de l'étrange, tu vois, l'inquiétante étrangeté. 5 mm, c'est rien, mais comme c'est pas possible, ça fait vriller la réalité. Et ça, c'est top. Donc ça, mais c'est très très dur à... C'est un bon exemple parce que ce serait hyper dur à adapter, puisque justement, ce qui marche, c'est le côté imagination, lecture, où le mot devient lui-même un truc physique que tu contournes. Tu vois, quand il dit tout s'écroule, bah, tu vas voir les lettres qui s'écroulent. Enfin, il y a des jeux comme ça, en fait. Alors, c'est un peu premier degré, ce que je te dis, mais il fait des trucs plus fins. Mais c'est vraiment, voilà, un truc... et j'adorerais trouver une façon de retranscrire ça, merci, au cinéma, de façon cinématographique, avec ce qu'il a apporté comme... disruption totale d'un objet. C'est vrai qu'un film pourrait être... je sais pas, imagine un truc, tu fais un film où le but c'est qu'il y a un acteur qui est dans chaque salle, qui est payé pour à un moment faire un truc. Je sais pas, je te dis une bêtise. Tu vois, tu pourrais imaginer de nouvelles façons de faire des films en fait. Ou un film avec des télécommandes où on doit tous voter pour choisir ce qui se passe. Enfin, on pourrait... voilà, c'est un exemple, mais voilà, ça c'est une histoire très étrange que j'adorerais voir adaptée à l'écran. J'ai trop envie de le lire maintenant. Je pense que je vais le lire. Il est en poche en plus, où ils ont gardé. Il est en poche, ouais. Ce qu'il y a de fou, c'est que c'est un livre qui est très dur à éditer, à traduire, parce que du coup tout est visuel en gros. Et il y a des petits exemples du genre, un truc que j'adore, c'est que le mot maison dans le livre est en bleu. C'est le seul mot qui est en bleu dans tout le livre. Et à chaque fois tu vois le mot maison, il est en police bleu, quoi, alors que tout le reste est en noir. Tu as des petits trucs géniaux comme ça qui sont des petits trucs, mais des idées tellement géniales qu'elles en deviennent. Du génie, quoi, en fait, tu vois. Enfin, c'est pas très bien dit, ça. Mais tu vois que du coup, tu dis, waouh, il y a un truc formel. C'est ça qui est fou, c'est quand un artiste, il arrive non seulement à te traduire un fond qui est cool, à savoir, ok, c'est une histoire de labyrinthe avec un truc un peu flippant, etc., qui est de l'ordre d'un cauchemar un peu éveillé. Donc ça t'accroche dans une spirale narrative qui est géniale. Mais là où je trouve qu'une œuvre, elle atteint un stade supplémentaire que juste un bon moment, c'est quand sa forme sert le fond, et que limite son fond passe par la forme, c'est ce qui est complètement le cas là-dedans, c'est le livre qui devient le labyrinthe, quoi. Et sans te dire, trace un trait au grain de papier, c'est tellement bien fait que du coup ça joue avec ton esprit, et que tu dis, mais je suis en train de moi-même d'être perdu dans ce livre, comme lui il est perdu dans son truc, et il n'arrive pas à comprendre ce qu'il voit, et j'arrive pas à comprendre ce que je lis, enfin, il y a un espèce de truc où du coup tu deviens, c'est ça qui est fort, c'est quand voilà, un film il arrive à te... C'est peut-être plus dur à faire au cinéma, parce que bon, bah, c'est un truc très fixe que tu regardes, etc. Mais là il y a un jeu qui s'opère, qui est uniquement possible grâce à... la façon dont le médium a été trituré, donc ça, essayer de transférer ça au cinéma sera un super défi. Impossible, mais un super défi. Donc, voilà. Pitch-moi un film que tu as totalement inventé. Alors, c'est l'histoire d'une cité, il y a une espèce de ville comme ça, et avec plein d'immeubles qui sont tous autour d'une place centrale, en rond comme ça. C'est une idée que j'ai eue il y a 2 jours, donc je te la sors. Et en gros, il y a un gigantesque trou immense qui doit peut-être faire, je sais pas, 100 mètres, voilà, et qui très vite devient sombre, c'est-à-dire qu'on voit rien. Et en fait, la société s'est construite autour de ce trou, et il y a plein de gens qui vont avoir des théories différentes dessus, donc il y a des groupes de sociétés, il y en a qui disent que le trou c'est la punition divine et que c'est là qu'on doit envoyer les criminels, d'autres qui pensent qu'il y a Dieu au fond du trou, d'autres etc. Et ce serait l'histoire de quelqu'un qui va s'apprêter à sauter dans le trou, pour savoir ce qu'il y a, il va mourir ou si au contraire il va trouver une forme de... Parce que ce serait une société un peu compliquée, en gros pas géniale, où tu pourrais avoir envie de sauter dans ce fameux trou, et imaginer quelque chose qui se passe quand tu sautes totalement inattendu, et où on pourrait avoir... j'ai mis l'idée, tu vois, mais... Ah, vas-y. Je sais pas, par exemple,
En fait, j'y ai même pensé ça pour un jeu vidéo, en fait. C'est un peu proche, mais dans le sens où voilà, tu serais un personnage et vois-le comme un jeu vidéo. Tu décides un jour de sauter dans le trou, t'as des gens qui disent de pas y aller, d'autres qui... Donc t'as vraiment une mythologie qui est faite autour de ce trou, où au moment où tu sautes, t'as l'impression de vraiment faire le vrai saut dans l'inconnu, quoi. Et que ce serait génial que tu tombes pendant, 20 secondes dans un truc qui devient complètement noir, et d'un coup, je sais pas, peut-être tu vois des lumières, qui passeraient sur le côté, ou des étages, un truc où tu vois qu'en fait, il y a un monde là-dessous, et il y a des... En fait, là-haut, on est complètement coupé de la réalité, c'est là qu'il se passe quelque chose, par exemple, tu vois. Et puis, admettons, à un moment, il tombe dans une espèce de piscine qui est prévue pour ceux qui décident de tomber. Et, je sais pas, tu pourrais imaginer, un peu comme dans Matrix, par exemple, t'as ça, où il se réveille, tu vois, il est dans... Mais là, voilà, imaginer, c'est ça, cette espèce de fascination, en fait, ce jeu entre ce trou qui est devenu un truc totalement terrifiant et fascinant, et même dans l'idée du gameplay d'un jeu, tu vois, ce qui serait génial, c'est qu'à chaque fois que tu sautes, tu vois quelque chose de différent, en fait. Et alors, tu pourrais avoir une dizaine de scénarios différents, mais chaque joueur rentrerait peut-être dans cette mythologie par un trou différent, tu vois, il tombe à un étage différent, et chaque étage pourrait avoir... Il y en a un qui pourrait être magnifique, d'autres horribles, des trucs complètement barrés à la Escher. Enfin, tu vois, tu pourrais vraiment avoir quelque chose de... J'adorerais voir un jeu comme ça, tu vois, un truc où tu fais ce saut et tu vas être surprise en surprise dans quelque chose qui va te raconter ce qui se passe au-dessus, pourquoi est-ce que certains pensent que c'est un truc divin, pourquoi, etc. Et puis voilà, tu pourrais même avoir plein d'enjeux politiques géniaux, des gens qui veulent absolument pas que les gens découvrent, qui savent ce qu'il y a dans le trou, mais qui veulent absolument pas que des gens sachent ce qu'il y a dans le trou, d'autres qui vont... Enfin, je sais pas, voilà, c'est une idée... Donc s'il y a des développeurs de jeux vidéo qui savent coder ça, je suis chaud. Mais voilà, il y aurait une super mythologie avec juste un truc qui est finalement très basique, de dire est-ce que je passe la porte sombre ou pas, quoi. Et simplement, en fait, cette porte sombre, selon ce que t'en fais, parce que de dire tu vas mourir, c'est une des solutions, mais c'est basique. C'est pas trop facile. Tu pourrais dire, en fait, si j'ai fait l'acceptation presque de prendre ce risque et de mourir, en fait, derrière, il y a une forme d'illumination. Enfin, il y a plein de schémas qui sont magnifiques, tu vois, et qui sont de l'ordre du saut dans l'inconnu, qui est vraiment une thématique qui, moi, me fascine. Et du coup, d'avoir un film qui est capable d'avoir voilà, ce mélange d'aventure et de peur, tu vois. Voilà, puis il y a une passion des mondes souterrains, une passion de... pareil, ce que la société te dit, est-ce qu'il y a d'un secret caché derrière qui serait complètement fou, etc. Donc voilà, un film comme ça, moi j'adorerais voir ça. Même une série où pendant 5-6 épisodes, tu sais pas ce qu'il y a dans le trou, tout le monde fantasme, tu rencontres... En série, ouais. Tu vois, un truc, enfin, ce serait... d'ailleurs, peut-être ça existe déjà, je sais pas, où il y a des choses assez proches, si ça se trouve. Mais voilà, moi j'ai beaucoup le vertige, donc c'est déjà quelque chose qui m'appelle, tu vois. Et puis l'obscurité, les ténèbres, tout est... est-ce qu'il y a de l'eau au fond? Est-ce que c'est... Qui a creusé ce trou? Tu vois, enfin, il y a des milliards de... T'as un peu ce sentiment-là quand tu vois les photos vues du ciel avec, tu sais, les trous aquatiques, t'as des espèces de trous déviés, là, tu vois, de ouf. Il y en a quelques-uns dans le monde, ou même des trous qui se forment dans la chaussée, tu vois. Et là, tu vois un truc, tu lances un caillou, t'entends rien, tu vois, genre... Ça, c'est... là-dedans, il y a quelque chose de purement terrifiant, tu vois. Et de dire... ok, il y a un ado un jour, je sais pas, il se rend compte que la société fait mal et que pour la sauver, il faut qu'il aille voir ce qu'il y a au fond du trou. Enfin, tu vois, là j'invente, mais avec un pitch comme ça, tu peux faire quelque chose de fantastique. Et en jeu vidéo, ce sera encore plus cool, quoi. Tu sautes et chaque joueur tombe dans une zone différente et doit peut-être collecter des infos pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis il y a peut-être des ennemis ou des gens plus gentils dedans qui ont des objectifs différents. Enfin, après, tu as tous les tropes géniaux. Donc les tropes, c'est les motifs scénaristiques, quoi, qui peuvent être mis là-dedans. Voilà, moi, j'adorerais faire ça, tu vois. Par exemple, ce sera un film. Et ça s'appellerait comment? Bonne question, voilà, parce que déjà The Hall, c'est déjà pris, très bon film. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et puis non, il faudrait trouver un truc peut-être un peu plus mystérieux. Alors là, le titre, alors ça c'est une bonne question, parce que c'est toujours un exercice hyper difficile, et je vais pas pouvoir te le donner pour une simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois que j'ai trouvé un titre, ça va me permettre de livrer quelque chose d'important dans ma vie, c'est la douche. C'est que c'est sous la douche que je trouve la majeure partie des titres, parce qu'en fait, bizarrement, la douche, alors j'y reste pas 10 000 ans, mais en fait, c'est un des rares moments de la vie où bah, t'es tout seul, t'es sous l'eau. Alors il y a un truc qui se passe, je sais pas si c'est fœtal ou que sais-je, tu vois, un truc où t'es à poil, parce que tu prends pas de douche habillée, c'est une mauvaise idée. Et du coup, t'es un peu comme ça... tu t'es débarrassé de tout ce qui fait que t'es autre chose qu'un pur être vivant dans l'eau, comme ça. Donc t'as ce côté où c'est très facile de shifter dans du pur imaginatif. Puis en plus, t'es en train de te laver, si t'as du bon gel de douche, ça sent bon. Enfin, c'est débile ce que je dis, mais c'est vrai. Il y a un contexte de ouf comme ça qui fait que du coup, je suis en train de me doucher et d'un coup, je me lance juste dans le... Ouais, ok, faut que je trouve un... C'est comme ça que j'ai trouvé le 236, tu vois. Je galérais depuis 2 mois à me dire comment je m'appelle, est-ce que c'est un truc qui fait référence au cinéma, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et puis un jour, j'ai dit, ah purée, mais il faut que ce soit le symbole infini. Je voulais carrément mettre le symbole infini, tu vois, que ce soit imprononçable, que les gens n'arrivent pas à le trouver et tout, sauf que bon, je me suis dit, personne ne va jamais me connaître si je fais ça. Et j'ai pensé au raccourci clavier, mais c'est vraiment un truc par association d'idées, où tu ne deviens que penser,
Alors que même quand tu es dans un brainstorm avec des potes en train de penser à un projet, bah, tu es dans un truc, tu bois une bière, les autres te regardent. Là, tu es tout seul avec toi-même et tu laisses complètement vaquer ton... Et moi, dans ce contexte-là, bah, les choses généralement se mettent en ordre, où j'arrive à accéder à cette idée, à me concentrer en fait. Et du coup, le titre de cette série, je le trouverai sous la douche. Mais là, on va pas le prendre maintenant. Et du coup, mais voilà, c'est un truc je pourrais pas te le dire comme ça sans que ça fasse un peu cliché. Est-ce que ce serait un truc dans une langue inconnue? Est-ce que ce serait peut-être que ce qui serait cool, c'est que les gens dans ce monde aient appelé le trou autrement que le trou, tu vois, ils l'ont appelé, je sais pas... Comme dans Stargate, la porte des étoiles, elle s'appelle le Chapai. Tu vois, s'ils avaient appelé ça rien que la porte, déjà c'est ouf, ça veut dire que ça mène vers quelque part, où ils ont appelé ça, je sais pas, le Moloch, ils vont lui donner un nom de divinité, tu vois, par exemple. Moloch, j'aime bien. Peu importe, mais ça pourrait être génial de faire un truc décalé où les gens ça leur parle pas et en fait ils voient que c'est l'histoire d'un trou qu'on appelle Moloch et du coup ça devient riche, etc. Mais c'est marrant parce que tu touches à... Je pensais pas que tu allais me poser cette question-là et c'est en fait ce qui est génial, parce que là on est en train d'écrire une série avec un pote. Il y avait une série dont j'avais sorti déjà un épisode qui s'appelait Maelstrom et du coup je vais en parler dans la FAQ donc je peux pas trop en dire, mais c'est un truc dans lequel on s'est vraiment... on s'est mis à l'écrire et à avoir des phases de brainstorming, tu vois, sur une histoire où on peut faire ce qu'on veut. Et on s'est dit, on s'en fout de l'argent, on verra, on écrit le truc de nos rêves, comme tout le monde fait à peu près, et puis après tu vois la faisabilité. Et là, on est parti dans quelque chose vraiment qui me parle, moi, où il y a toutes les thématiques que j'aime. Et je crois que ça et faire de la musique, ça fait partie des choses les plus incroyables de la création, parce que t'es vraiment dans la posture d'un dieu, pas dans le côté égotique du truc, mais dans la posture de, ok, j'ai une feuille blanche, je peux faire ce que je veux, j'invente ce que je veux, quoi. Et j'ai envie de faire un truc Enfin, moi, j'ai cette envie de l'originalité, je le suis pas, puisque c'est très dur d'être original, mais il faut tendre vers ça, il faut tendre vers... J'essaie de faire quelque chose que j'ai pas trop vu, j'essaie de faire quelque chose qui me surprend moi-même, tu vois, et du coup, là, cette histoire de trou, j'ai juste eu comme ça, c'est con, je sais pas si j'en ferai quelque chose un jour, et ça se trouve, c'est naze. Mais moi, ça m'obsède, tu vois, je le vois, j'aurais trop envie de voir un film comme ça, parce que j'ai envie d'écrire plein de choses dessus, et en fait, tu te rends compte que quand tu tires le fil, je crois pas à l'inspiration, du tout. Je crois en des moments qui sont plus ou moins propices mais je crois pas à un canal qui existe où tu fais « Ah, j'ai tiré le fil de Dieu, ça y est ». En plus, déjà, ça te dédouane en tant que créatif, alors que c'est que toi qui l'as fait. Et ça vient plus profond de toi-même, en fait. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles t'as pas prises, qui agissent dans ton esprit, que tu saisis sans t'en rendre compte et que tu mélanges, etc. Donc c'est une mécanique magnifique sur laquelle on n'a pas prise. Mais je crois pas dans ce truc descendant de il y a de la beauté qui existe et t'as réussi à la saisir. Non, en fait. Mais par contre, du coup, t'es dans ce statut de Dieu, de dire je dois inventer un écosystème, un univers. C'est pour ça que le fantastique me plaît autant, c'est que on a des créatifs qui se sont mis dans cette posture-là, de dire c'est quoi le truc que j'ai envie de voir et que j'ai jamais vu. Et du coup, c'est un exemple parmi d'autres, mais la magie, et je disais c'est comme la composition, la magie de partir de rien et de voir que de toi, tu arrives à extraire quelque chose qui t'excite. Dans le sens, le bon sens du terme, tu as quelque chose qui te dit oh purée, mais on pourrait faire ça et faire ça, et du coup ça monte en toi et tu as vraiment une sensation qui est une des meilleures de la vie, c'est de créer, quoi, tu vois. Enfin, ça paraît un peu tarte à la crème ce que je dis, mais en vrai, les gens se rendent pas forcément compte de la puissance, même très dure à gérer, que c'est d'inventer, quoi. Alors évidemment, ça l'est dans des trucs comme l'ingénierie, etc., mais dans quelque chose comme d'aussi inutile et donc essentiel que l'art, la création, on va dire, c'est si tu arrives à te mettre dans une optique où tu es ouvert et où tu peux inventer un peu tout et n'importe quoi, parce que j'écris pas de la fiction sociale, mais plutôt des trucs qui partent en sucette, mais le vertige que tu as de dire je peux faire ce que je veux et je vais aller chercher des trucs improbables, ce méchant, comment est-ce que je vais le rendre effrayant d'originalité, comment est-ce que ce gentil va être un peu différent de ce à quoi on a... Enfin tu vois, et puis il faudrait que tout le monde soit un peu gentil et méchant en même temps, enfin voilà, c'est ce dosage que tu as de sculpter quelque chose d'abstrait et qui à la fin va, si tu vas au bout de ton projet, ce qui est là un des problèmes de la création, et qui finit par exister et à toucher des gens. Je trouve ça, moi ça me fascine, comment tel scénariste, telle réalisatrice a inventé ce truc. Comment est-ce qu'elle en est venue là, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le reverse engineering, oui. C'est quand tu démontes un truc pour voir comment il marche. Moi j'ai toujours un peu ce côté-là aussi, avec, et j'essaie de le faire dans les vidéos, c'est qu'est-ce qui fait qu'un créatif va en venir à un artiste, peu importe comment on appelle ça, des gens qui créent quoi. Qu'est-ce qu'ils en font à inventer des trucs qui sont effrayants par leur côté venu d'ailleurs, quoi. C'est une émotion incroyable, et être toi-même dans cette posture, et tout le monde peut le faire en fait, tout le monde peut le faire, c'est très gratifiant et c'est quelque chose qui est vraiment mystérieux dans le sens, moi je crois pas en Dieu, mais par contre je crois en l'art, comme je croirais en Dieu, tu vois, dans le sens où il se passe quelque chose là-dedans
qui pour moi fait que c'est la vraie chose qui fait qu'on est plus que des animaux, avec tout l'amour que j'ai pour les animaux qui sont... Non mais vraiment, c'est pas un péjoratif de dire qu'on est animaux, au contraire, bah, pour beaucoup de gens si. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on est des superbes animaux, avec ce mystère qu'est la pensée, mais l'art, parce que la pensée et la parole, c'est des choses qu'on a dû développer pour s'améliorer, survivre, etc. Donc à la limite, ça peut être un peu technique, mais dès l'instant où on a fait des choses inutiles avec notre intellect, et par inutile, j'entends qui t'aident pas à survivre. Tu vois, un tableau, ça va pas t'aider à survivre, sauf si tu le mets au-dessus de ta tête pour te protéger de la pluie. Mais je veux dire, en soi, ça n'a pas d'utilité à part celle de te faire ressentir des trucs. Et que en tant qu'espèce, on a eu un besoin. Enfin, moi, j'ai besoin de ça pour vivre. Demain, tu m'enlèves l'art, j'ai plus d'autres raisons de vivre que mes proches. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, ce serait bien triste. Du coup, moi, c'est ce qui me fait vivre et adorer la vie, quoi. Tu vois. Alors même qu'on pourrait croire que je regarde que des trucs glauques, mais c'est justement, je suis émerveillé par la capacité, pour les trucs glauques comme magnifiques ou beaux, de dire waouh, c'est l'humain qui a fait ça, et on a dans notre tête un truc qui fait qu'on peut inventer ce que Dieu lui-même n'a pas inventé. Et ça, c'est pour ça qu'il y a une phrase de Clive Barker que je sors dès que je peux, et que je suis pas sûr d'avoir toujours bien compris, mais qui me parle un peu dans ce sens-là, c'est Dieu c'est l'imagination, et l'imagination c'est Dieu. Et comme on a inventé Dieu, c'est la meilleure expression de l'imagination. C'est-à-dire qu'on a réussi à inventer quelque chose qui fait que le monde tient et qu'on est d'accord avec tout et qu'il a tout bien fait, etc. Mais c'est génial, notre esprit a été remplir des creux, si tu veux, de l'existence. À savoir, c'est hyper dur, pourquoi est-ce qu'on tombe pas dans le vide, pourquoi est-ce que le soleil y revient, enfin tu vois, plein de trucs terrorisants, et on s'est dit, bon, attendez, il y a quelque chose qui est derrière, mais ça c'est du pur esprit, quoi. On a juste... Voilà, notre esprit, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, fait que c'est ça le vrai mystère de l'existence. Comment on en est venu à quelque chose d'aussi incroyable que d'imaginer des choses pour juste voir des choses qui n'existent pas, vivre, et que ça nous rende heureux, et que même ça nous aide à vivre. Tu vois, il y a un truc assez mystique là-dedans, quand même, je trouve. Bah, merci beaucoup, Alt. Eh ben, trop bien, j'étais ravi de parler avec toi. Bah oui, et en plus, je l'ai pas dit au début, mais t'as mis un joli t-shirt. Ouais, j'ai mis des dogos parce que je savais que... Et ce qui est trop cool, c'est qu'en plus, c'est un t-shirt que j'ai acheté dans mon voyage de noces au Japon. On est parti au Japon et c'était dans un petit squat avec une artiste qui faisait des collages. Et moi, j'ai fait pas mal de collages, j'adorais ça et tout. Elle avait quelques t-shirts, mais genre, il y en a 3 des t-shirts comme ça. Et genre, elle était trop heureuse que j'achète un t-shirt alors que j'étais pas japonais en plus. Et du coup, moi, j'adorais vraiment ces t-shirts. Donc j'en ai pris 2. Et il y en a un avec des dogos, avec des petits scotch sur le front. Là, ils sont trop mignons. Bah, franchement, je suis émue que tu aies mis ce t-shirt en sachant que je venais. Non, mais il fallait, c'est cool. Bah, merci encore. Bah, trop cool, merci. Salut. À toi.